Il s'était réincarné en fils illégitime d'un puissant grand-duc dans un monde médiéval. Pourtant, il avait volontairement renoncé à sa vie de richesse et de confort. Au lieu de cela, il avait choisi de devenir le seigneur d'une frontière lointaine et sauvage. Tout cela parce qu'il avait éveillé le système de l'Arche de Noé. Cela incluait tout, de l'agriculture à la construction, en passant par le développement et la guerre. Il n'avait aucune envie d'imiter les nobles qui exploitaient le peuple sans la moindre pitié. Il voulait plutôt renverser cette époque sombre et arriérée de ses propres mains, pour bâtir son propre royaume prospère. À l'extérieur de Seagate Town, l'officier agricole Mower forçait avec colère les esclaves à terminer la construction du manoir du seigneur. Mais après avoir travaillé presque toute la journée, il n'avait sous les yeux qu'un véritable désastre. Le cœur de Mower se serra. Le désespoir l'envahit. Il savait qu'il s'était probablement attiré de graves ennuis. Seagate Town avait toujours été une frontière isolée dont tout le monde se moquait. Mais plus tôt dans la journée, il avait soudainement appris l'arrivée imminente d'un nouveau seigneur. S'il s'était agi d'un noble inconnu, Mower aurait pu le tromper facilement. Malheureusement, la lettre indiquait que le nouveau seigneur était le jeune maître Roman, fils du grand-duc Split Armor, l'un des 3 grands-ducs les plus puissants du royaume du Fer Noir. La maison Split Armor détenait un pouvoir immense et ne s'inclinait que devant la famille royale. Son grand-duc fondateur était également une figure légendaire du royaume. Il avait suivi l'empereur conquérant lors d'innombrables campagnes. D'une seule flèche, il avait un jour percé les écailles pourpres d'un dragon de feu et l'avait presque achevé. Sa légende se racontait encore à travers tout le royaume. Mower ne comprenait donc pas pourquoi un jeune maître issu d'une maison aussi puissante avait été envoyé dans un trou perdu aussi misérable que Siege Town. Puis, une possibilité terrifiante lui traversa l'esprit. Le jeune maître aurait-il été exilé? Ce serait encore pire pour Mower. Un noble exilé serait certainement rongé par la colère. Et si Roman découvrait que Mower n'avait même pas préparé un manoir décent, il pourrait le faire jeter à la porcherie. Gardant cela à l'esprit, Mower fit travailler les esclaves encore plus durement. Mais malgré les efforts désespérés de tous, il était impossible de bâtir un manoir entier en une seule journée. Au crépuscule, le grondement régulier des sabots se rapprocha et plusieurs carrosses luxueux apparurent. L'emblème de la maison Split Armor flottait au-dessus du convoi, confirmant l'arrivée du nouveau seigneur. Mower devint d'une pâleur cadavérique et se précipita en avant sans perdre une seconde. Il tomba à genoux et s'inclina respectueusement. « Seigneur Roman Split Armor, bienvenue à Siege Town. » Un beau jeune homme descendit du carrosse. Il était le nouveau seigneur de ces terres et un transmigrateur venu du monde moderne. Dans sa vie antérieure, Roman veillait tard pour préparer l'examen d'entrée à l'université tout en jouant à un jeu de simulation nommé l'Arche de Noé, avant de mourir soudainement d'épuisement. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il était devenu le fils illégitime d'un grand noble du Moyen-Âge. Cependant, le système ne s'était éveillé que lorsqu'il fut en âge de recevoir le fief qu'il avait mérité. La civilisation en était encore aux prémices de l'ère médiévale. Les nobles vivaient dans le luxe et opprimaient les roturiers. Alors que personne ne remarquait les premiers signes d'une guerre imminente, Roman n'avait aucune envie de se joindre aux autres nobles pour saigner à blanc les classes inférieures. Il s'était donc exilé volontairement en demandant Seagate Town comme fief. Cela ressemblait à des souffrances inutiles, mais tout faisait partie de son plan. Avec le système de l'Arche de Noé, il lui suffisait de se développer tranquillement et de consolider sa puissance pendant quelques années. Le moment venu, il pourrait prendre le pouvoir, faire la guerre, étendre son territoire et se tailler un royaume bien à lui. Mower se présenta précipitamment. « Je suis Mower Maba, l'officier agricole de Seagate Town. » Il commença ensuite à implorer le pardon de Roman. La notification était arrivée bien trop soudainement, et même en s'épuisant à la tâche, il était impossible de construire un manoir en une seule journée. Roman ne répondit pas. Il se contenta d'examiner son nouveau territoire. Les terres étaient plates, vastes et faciles à cultiver, ce qui les rendait idéales pour l'agriculture. À cet instant, le système de l'Arche de Noé finit de charger, et une fenêtre apparut pour lui demander s'il souhaitait créer son profil de destinée. Roman confirma sans hésiter. Il créa son profil de destinée sous son propre nom, Roman. Une fois l'opération terminée, Roman découvrit qu'une seule fonction du système était actuellement disponible. Elle s'intitulait Histoire de vie, une simulation de gestion qui lui permettait d'améliorer des compétences comme l'agriculture, le bûcheronnage, la taille de pierre, l'exploitation minière et la construction. Il possédait déjà une ferme, qu'il baptisa la ferme des origines. Dès que le nom fut confirmé, un paysage virtuel pixelisé apparut devant lui. Il délimitait clairement les frontières de la ferme, qui se superposaient parfaitement aux terres sauvages sous ses pieds. Le monde du jeu correspondait réellement à la réalité. Mower, qui n'avait reçu aucune réponse durant tout ce temps, sombra dans le désespoir, persuadé qu'il allait mourir. Mais l'instant d'après, Roman brisa calmement le silence. « Ce n'est rien. Arrêtez de gaspiller votre énergie. Je vais le construire moi-même. » Sur ce, il souleva une grosse bûche à main nue et l'emporta avec une facilité déconcertante. 7. Le professeur d'étiquette qui l'accompagnait, tenta immédiatement de l'en empêcher. « Monseigneur, pardonnez ma franchise, mais une personne de votre rang ne devrait pas faire cela. Cela va à l'encontre de l'étiquette noble. » Roman répondit calmement, « Si l'étiquette noble peut faire apparaître un manoir par magie, je me ferai un plaisir de l'utiliser. » Seth le dévisagea, perplexe. « Vous avez donc l'intention de dormir ici à la Belle Étoile, ce soir ?»
Roman répondit sans la moindre inquiétude. Exactement. Y a-t-il un problème? Il se tourna ensuite vers les deux chevaliers de bataille de sa famille qu'il avait sélectionnés, Eren et Green. Vous deux, vous allez donner un coup de main aussi. Green, qui avait une personnalité plutôt dissipée, le dévisagea avec incrédulité. Vous voulez sérieusement qu'on aide à la construction? Roman lui lança un regard appuyé. Quoi d'autre? Si tu ne travailles pas, as-tu l'intention de dormir à même le sol ce soir? Incapable de faire changer Roman Davis, Green redirigea amèrement sa colère vers Mower et lui lança un regard meurtrier. Mower eut des sueurs froides et tenta précipitamment de désamorcer la situation. Si mes seigneurs n'y voient pas d'inconvénient, vous pouvez passer la nuit à City Town. Roman le coupa immédiatement. J'y vois un inconvénient. Il savait que les bourgades médiévales étaient si crasseuses qu'elles faisaient passer les porcheries et les chenils pour des lieux propres. Dormir dehors lui offrirait au moins de l'air frais. Eh bien, moi je n'y vois aucun inconvénient, marmonna Green. Il laissa ensuite échapper un grognement de défi. Roman haussa les épaules. Alors vas-y. Mais une fois parti, ne te donne pas la peine de revenir. Mower faillit perdre la raison, hurlant de panique intérieurement. Par pitié, ne m'impliquez pas là-dedans. Si sa suggestion poussait un chevalier de bataille à trahir son seigneur, même mourir une fois ne suffirait pas à expier cette faute. Green saisit l'opportunité et dit, alors, ouvrez la marche. Mais au moment où Green fit son premier pas, Roman lui asséna un coup de pied en plein dans le derrière. Tu pourras dormir en ville, mais finis d'abord le travail. Green lança un regard plein de ressentiment à Roman. C'est déjà bien assez que vous vous infligiez une telle souffrance ici. Pourquoi ne me laissez-vous pas trouver un autre endroit pour dormir? Comparé au bruyant Green, l'autre chevalier, Aaron, était bien plus imperturbable. Il arrachait silencieusement les mauvaises herbes et aidait Roman à défricher la terre. Roman dit alors à Mort, tu peux disposer pour l'instant. Reviens tôt demain matin. J'ai du travail pour toi. Mort eut l'impression d'avoir échappé à la mort, et acquiesça frénétiquement à l'ordre. Il s'enfuit alors des lieux aussi vite qu'il le put. Les esclaves qui travaillaient à proximité avaient tout vu et étaient remplis de stupeur. Ce nouveau noble seigneur semblait bien différent des autres. Il s'était carrément joint à eux pour défricher la terre et construire la maison. Ce qu'il ignorait, c'est que Roman le faisait car le travail manuel lui rapportait de l'expérience en construction via le système. Après que tout le monde eut travaillé jusque tard dans la nuit, une maison en bois simple mais soignée se dressa enfin devant eux. Roman gagna également 10 points d'expérience en construction. Il était satisfait du résultat, car tout ce dont il avait besoin était d'un endroit habitable. Bonne nuit, tout le monde. À demain. À l'intérieur de la maison fraîchement bâtie, Roman effectua sa connexion quotidienne au système et reçut 100 primogèmes. Il vérifia ensuite la fonction de recrutement, seulement pour découvrir qu'elle n'était pas encore débloquée. Mais même si elle avait été disponible, cela n'aurait été d'aucune aide. Recruter un apôtre coûtait 160 primogèmes, Roman avait donc besoin de 2 jours de connexion pour un seul tirage. Le lendemain matin, Roman inspecta les terres agricoles et réalisa que les méthodes de culture négligentes des villageois finiraient par ruiner le sol. À ce moment-là, Mower s'approcha et demanda respectueusement, « Monseigneur, que souhaitez-vous que je fasse ?» Roman lui ordonna de demander à Bob de préparer une marmite de bouillie de blé, assez pour remplir 50 bols. Roman savait que forcer des esclaves à travailler sans les nourrir correctement finirait par provoquer une révolte. Seth s'avança pour l'arrêter une fois de plus. « Monseigneur, je crains que nous n'ayons pas assez de grains pour que vous puissiez faire preuve d'autant de générosité. Pardonnez ma franchise, mais cela viole toutes les règles établies. » Seth pensait que Roman était allé trop loin. Son comportement de la veille était encore compréhensible. Mais aujourd'hui, Roman remettait en question l'une des règles fondamentales de cette époque. Dans les souvenirs de Seth, le jeune maître Roman avait toujours été fondamentalement arrogant. Il le montrait rarement, mais il prenait presque tout le monde de haut. Pourtant, Roman était presque irréprochable. Il excellait tant dans les études qu'au combat, et était le plus brillant de toute sa fratrie. Sans quoi, le grand-duc ne l'aurait jamais reconnu. C'était précisément pour cela que Seth avait accepté de suivre Roman dans cette terre sauvage. Mais il y avait de toute évidence quelque chose qui clochait. Autrefois, l'arrogance de Roman était contenue. Pourtant, elle semblait à présent totalement déchaînée. C'était comme s'il s'était débarrassé de toute retenue au moment même où il avait atteint son propre territoire. La réponse de Roman fut simple. Ici, c'est moi qui fixe les règles. Il se fichait éperdument de ce que Seth pouvait en penser. Roman continua de s'adresser à Mower. J'ai besoin que tu accomplisses 3 tâches. Premièrement, rassemble tous les registres concernant la ville, et remets-les à l'intendant Seth. Deuxièmement, je te fournirai 2 clercs dans exactement 3 jours. Je veux un recensement complet de chaque habitant et de chaque métier dans la ville et ses villages environnants. Troisièmement, si tes résultats diffèrent trop des informations que je récolterai, tu peux t'attendre à manger du pain noir au cachot. As-tu bien compris? Mower esquissa un sourire forcé qui paraissait encore plus pitoyable que des larmes. J'ai compris, monseigneur. Après avoir donné ses instructions, Roman trouva une parcelle d'herbe adéquate. Il ramassa une houe et commença à labourer la terre. Chaque coup lui rapportait un point d'expérience en agriculture. Roman passa toute la matinée à labourer environ un 6e d'acre. Et pourtant, il ne se sentait pas fatigué le moins du monde. Sa compétence en agriculture atteignit rapidement le niveau 1, gagnant de l'expérience encore plus vite qu'en construction. Roman soupçonnait que sa vie antérieure y était pour quelque chose.
Peut-être était-il né avec la constitution parfaite d'un fermier. Il ouvrit l'interface de l'histoire de sa vie. Aux côtés de 5 maisons en bois, elle affichait une petite parcelle de terre agricole 3 étoiles. Après le labour, il devait encore préparer la terre, briser les mottes durcies, former des planches surélevées et creuser des sillons. Cela permettrait de retenir l'humidité, d'améliorer le drainage et de garder la terre meuble. Roman avait progressivement acquis toutes ses connaissances grâce à son expérience agricole. À l'époque médiévale, de telles méthodes agricoles étaient définitivement peu conventionnelles. Roman estimait que chaque royaume humain méritait d'apprécier la beauté de ce style si singulier. Un voyage de 1000 lieues commence par un seul pas. Il commencerait par l'agriculture, se développerait discrètement, et finirait par soumettre le monde entier à sa volonté. Roman passa la matinée entière au bord de son champ, semant personnellement des graines de panais. Les panais étaient des cultures de printemps. C'étaient en fait des légumes racines semblables aux radis. Ils pouvaient être plantés au début du printemps et récoltés avant la fin de la saison. Vers midi, Green s'approcha de Roman et demanda « Quand allons-nous en ville ?» Roman répondit « La ville est juste là. Elle ne va pas s'envoler, alors pourquoi es-tu si pressé ?» Green insista davantage. « Alors, combien de temps devons-nous attendre ?» Roman répondit calmement « Je sais que tu veux accomplir quelque chose de grand, mais ce que je fais en ce moment est quelque chose de grand. Un jour, je vous emmènerai tous avec moi pour accomplir de bien plus grandes choses. » Green ne put s'empêcher de se plaindre. « Vous voulez dire que vous allez nous obliger à cultiver la terre avec vous ?» Roman laissa échapper un léger ricanement. « Non, Green. Tu es exécrable en agriculture. » Les lèvres d'Aaron s'étirèrent en un léger sourire en entendant cela. Mais son sourire disparut rapidement pour reprendre son rôle habituel de chevalier silencieux. Roman confia ensuite le reste du travail à Aaron et lui dit de continuer à semer les graines. 2 jours passèrent en un clin d'œil. Roman avait défriché près d'un acre de terre dans les plaines au nord de la maison en bois, et l'avait rempli de divers fruits et légumes. Malheureusement, ses gains d'expérience ralentirent peu à peu. Sa compétence en agriculture restait au niveau 1 avec 59 points d'expérience. C'est alors que Mower réapparut enfin, après une absence de 2 jours. Les mains tremblantes, il tendit les registres à Roman et rapporta « La population de Seagate Town se situe entre 1800 et 1900 habitants. » Roman esquissa aussitôt un sourire. « C'est donc vrai ? Je pensais que mon territoire ne comptait qu'environ 700 habitants. Après tout, c'est le chiffre que vous avez toujours déclaré. N'est-ce pas ?» Le visage de Mower devint d'une pâleur cadavérique, et il tomba à genoux. Il voulait désespérément s'expliquer, mais il n'avait aucune idée de la façon de justifier ces faux registres. Au moment même où il était convaincu que c'était la fin pour lui, Roman a dit « Tout va bien. Tu as bien fait. » Mower éclata immédiatement en sanglots et se mit presque à vénérer Roman comme un dieu. Roman savait que ce n'était pas la faute de Mower. Quand le grand-duc Split Armor était jeune, il avait personnellement conquis 4 villes avant de nommer des administrateurs pour gérer le territoire. Plus de 50 ans s'étaient écoulés depuis lors. Pendant toutes ces années, personne n'était revenu pour recenser la population, arpenter les terres ou ajuster les impôts. Le bureau des impôts se contentait d'envoyer un collecteur chaque année pour récolter l'argent. Comme la région était très isolée, presque personne ne s'en souciait vraiment. Cependant, Roman demanda soudain, pourquoi y a-t-il une différence de 100 personnes entre les estimations? Mower expliqua à contre-cœur que Seagate Town s'était d'abord formé comme un point de rassemblement pour les esclaves en fuite. Son emplacement isolé attirait également les fugitifs et les criminels. Avec seulement une poignée de gardes pour maintenir l'ordre, il était impossible de contrôler tout le monde. Mower l'avertit prudemment, ces sauvages sont dangereux. Nous devrions les laisser tranquilles. Roman lui ordonna simplement de continuer et d'expliquer chaque détail sur les habitants de Seagate Town sans rien omettre. Roman continuait à semer des graines tout en écoutant le rapport de Mower sur les 4 villes. Ensemble, elles comptaient plus de 100 esclaves, tous inclus dans la population totale. La plupart de ces esclaves appartenaient à de riches marchands, des administrateurs et des artisans. À lui seul, Mower en possédait près de la moitié et détenait plus de richesses que quiconque dans les 4 villes. La population suivait une structure d'âge en forme de pyramide, les jeunes étant bien plus nombreux que les personnes âgées. Très peu de résidents vivaient au-delà de 40 ans, car la maladie et la guerre emportaient la plupart des vies avant cet âge. L'espérance de vie moyenne se situait seulement entre 30 et 40 ans. Comme il n'y avait eu ni guerre majeure ni catastrophe ces dernières années, les fermiers menaient une vie relativement paisible et maintenaient un taux de natalité élevé. La croissance démographique restait lente uniquement parce que la population initiale était faible et la productivité extrêmement basse. Si la productivité augmentait, la population pourrait croître rapidement. Une fois qu'il eut compris la situation, Roman fit à Mower un rare compliment pour son rapport approfondi avant de le congédier. 3 autres jours passèrent rapidement. Après plusieurs jours de construction, les terres autour de Roman commencèrent enfin à ressembler à un domaine plutôt qu'à quelques maisons en bois isolées. Sa compétence en agriculture atteignit enfin le niveau 2. Cela débloqua des connaissances agricoles de base impliquant le fumier, la sélection des semences et le labour profond, ainsi que des méthodes pour améliorer les outils, comme les charrues à brancards courbés et les semoirs. Roman débloqua également le palier du premier saut de terre et reçut 500 primogèmes. Combiné avec ses récompenses de connexion quotidiennes, il avait maintenant un total de 1200 primogèmes. Roman avait initialement prévu d'économiser pour un tirage de 10, mais il avait un besoin urgent de plus de main-d'œuvre. Finalement,
il décida de commencer à recruter immédiatement. Le bassin de recrutement gris ondula tandis qu'une faible lumière stellaire apparaissait à sa surface. 2 faibles traînées de lumière déchirèrent la brume, telles des comètes, et jaillirent dans le ciel. Lorsque les cartes se révélèrent enfin, elles montrèrent Eren et Green. Green était un apôtre 3 étoiles avec la classe d'assassin. Eren était un apôtre 4 étoiles avec la classe de guerrier. Roman ne savait pas quoi dire. Il s'était attendu à ce que ces apôtres tombent du ciel avant de s'agenouiller et de lui jurer fidélité. Au lieu de cela, le système avait recruté des personnes qui étaient déjà à ses côtés. D'un autre côté, cela semblait logique. Les résultats montraient clairement que Eren possédait un plus grand potentiel que Green. Leurs entraînements habituels ne l'avaient jamais révélé, ce qui signifiait que Eren s'était toujours retenu. Roman continua alors son recrutement. Cette fois, il obtint un apôtre 2 étoiles inconnu nommé Dota. Ses statistiques de combat faisaient peine à voir, mais Roman comprenait. Tout le monde ne pouvait pas se comparer à Eren et Green. Tous deux avaient reçu une alimentation adéquate depuis l'enfance, entraîné leur corps dès leur plus jeune âge et possédaient un talent naturel. La vraie question était de savoir où se trouvait actuellement cet apôtre nommé Dota. Roman y réfléchit longuement, mais ne put trouver de réponse. N'ayant pas d'autre choix, il utilisa ses 4 dernières opportunités de recrutement. Sa 4e recrue était un autre visage familier, l'intendant 7. La 5e était son serviteur et chef cuisinier, Bob. La 6e était un homme nommé Thelma, tandis que la 7e se nommait Barlow. Peut-être que ces 3 premiers tirages avaient épuisé toute sa chance. Parce que les 4 derniers étaient tous des apôtres 1 étoile, leurs fiches n'affichaient que des attributs de combat ordinaires, confirmant qu'ils étaient des gens normaux. Roman trouva ces résultats profondément frustrants. Ces probabilités ressemblaient bien trop à un certain jeu gacha tristement célèbre. À midi, Roman guida Eren et les autres vers Seagate Town, tous lourdement armés et montés sur des chevaux de guerre. Mower avait été prévenu à l'avance et avait rassemblé tous les résidents sur la place ouverte au centre de la ville. Alors qu'il attendait anxieusement, Roman et son groupe arrivèrent bientôt à cheval, et Mower incita immédiatement tout le monde à s'incliner respectueusement. Plus d'1 millier de personnes s'étaient rassemblées, remplissant la vue de Roman d'une dense mer de tête. Aucun noble n'avait directement opprimé cet endroit depuis des décennies, et Mower s'était révélé étonnamment humain pour un officier de l'agriculture. Il n'avait jamais traité les fermiers locaux avec trop de dureté. Bien que Mower ait probablement gagné une somme d'argent considérable grâce à sa position, il était loin d'être d'une cupidité insatiable. Comparé aux paysans engourdis et sans vie du monde extérieur, les résidents d'ici montraient encore des traces de vitalité. Si Roman préservait la situation actuelle, ces gens pourraient finir par se mettre à le vénérer. Même s'il se comportait un peu plus durement, il se sentirait probablement plus en sécurité. Ses actions précédentes leur avaient clairement donné une fausse impression, il était donc temps de leur rappeler exactement qui était leur nouveau seigneur. Roman prit immédiatement la parole d'une voix puissante. « Je suis Roman Split Armor, seigneur de Seagate Town, et votre dirigeant à compter de ce jour. Vous devez comprendre que chaque lopin de terre sur ce territoire m'appartient désormais. Par votre ignorance et votre stupidité, vous avez commis des offenses impardonnables. Tout ici m'appartient. J'exerce maintenant mon autorité et je récupère chaque parcelle de terre. Je vais ensuite tout réorganiser sur ce territoire. Je ne vous permettrai plus de gaspiller mes ressources. Pendant des décennies, vous êtes entrés dans mes forêts sans permission pour couper du bois, chasser et pêcher. Vous avez violé la loi de la noblesse, chacun de vous doit donc payer une amende de 1 pièce d'or. Roman vivait dans ce monde depuis plus d'1 décennie. À défaut d'autre chose, il maîtrisait à la perfection l'attitude arrogante d'un noble de haut rang. Avant de quitter sa famille, il avait obtenu du grand-duc Split Armor une exemption d'impôt de 3 ans. Pendant ces 3 années, il pourrait remodeler le territoire à sa guise sans avoir de compte à rendre à personne. La foule entière se figea comme si quelqu'un avait arrêté le temps, et l'assemblée devint complètement silencieuse. Mais après une brève pause, la foule explosa instantanément. Les habitants implorèrent la clémence de Roman, insistant sur le fait qu'ils n'auraient jamais les moyens de payer une telle amende. Quelqu'un s'écria avec désespoir, « Vous préférez donner de la bouillie de blé aux esclaves. Vos propres fermiers valent-ils donc moins que des esclaves à vos yeux ?» À ce moment-là, Eren et les autres chevaliers dégainèrent leurs armes. Le bruit vif des épées sorties de leurs fourreaux fit sursauter les habitants, et tous reculèrent de plusieurs pas en tremblant de peur. Roman resta de marbre face à leurs supplications. « Je vous donne 2 choix, soit vous payez l'amende, soit vous obéissez à mes arrangements. De plus, chaque enfant de vos foyers âgés de 5 à 15 ans doit être envoyé dans mon domaine. » Roman ordonna ensuite à tous les marchands de s'avancer. Il s'adressa à eux froidement. « Je sais que certains d'entre vous ne sont pas des résidents de Siege Town. Cependant, vous avez fait des affaires ici sans ma permission et n'avez jamais payé de taxes commerciales. Cela mérite également une punition. Pour l'instant, je n'exigerai pas le remboursement de vos anciennes taxes commerciales. À partir de ce jour, cependant, toute activité commerciale devra répondre à mes exigences. » Un jeune marchand accepta volontiers, « Monseigneur, toutes vos demandes sont raisonnables, et nous y obéirons. Les montagnes sont votre propriété, tandis que nous ne sommes rien de plus que des voleurs qui vous ont volé. Mais pourquoi se concentrer uniquement sur les petits voleurs tout en laissant s'échapper les vrais bandits des montagnes ?» Roman se tourna vers le jeune marchand. Il savait que son attitude autoritaire avait déjà suscité du ressentiment chez certains habitants.
Roman était intrigué qu'un marchand ait pris la défense des fermiers, il demanda donc au jeune homme de s'identifier. Le marchand répondit, « Je suis Maury Paria, fils de Sélène. Je vous présente mes respects, seigneur Roman. » Sélène Paria était un grand marchand célèbre, et Roman avait déjà entendu ce nom. Les grands marchands avaient souvent plus d'enfants qu'on ne pouvait en compter, il n'était donc guère surprenant de croiser l'un de leurs fils illégitimes. Ce jeune homme pourrait s'avérer utile plus tard. Roman répondit d'une voix encore plus froide et arrogante. « Je vais enquêter sur tout le monde. Pas une seule personne se cachant dans ces montagnes ne m'échappera. Qu'ils soient de petits voleurs ou de grands bandits, personne ne peut utiliser les ressources de mon territoire sans en payer le prix. À partir d'aujourd'hui, il vous est interdit de cultiver sur mes terres. Chaque champ que vous cultiviez auparavant doit être abandonné. » Roman n'avait pas d'autre choix. Ces villageois ne comprenaient rien à la bonne utilisation des sols. À moins que leur méthode de production ne change, une journée entière de travail ne mènerait presque à rien. Roman répéta sa déclaration. « J'exerce mon autorité et je récupère chaque parcelle de terre à Sidetown. Toutes les ressources seront placées sous mon contrôle absolu. Votre ancien mode de vie et d'agriculture prend fin aujourd'hui. » Sur ce, Roman se retourna et partit sous le regard de toute la foule. Mower regarda toute la scène se dérouler avec un visage d'une pâleur cadavérique. Il se dit que c'était enfin le genre de comportement noble qu'il reconnaissait. Il avait entendu parler d'assécher un étang pour attraper jusqu'au dernier poisson, mais jamais de creuser la terre sur 1 mètre de profondeur ensuite. Sidetown pourrait-elle un jour redevenir ce qu'elle était? Sur le chemin du retour au domaine, Green plaisanta, « Je pensais que vous alliez continuer à les nourrir de bouillie de blé et renoncer complètement à les exploiter. Je suis ravi que vous ne l'ayez pas fait. Si nous arrêtons d'exploiter les roturiers et les esclaves, nous n'aurons même plus les moyens de nous offrir du pain blanc. Comment sommes-nous censés poursuivre notre entraînement après cela ?» Roman demanda soudain, « Et si un jour tu ne peux vraiment plus te payer de pain blanc ?» Green plissa immédiatement les yeux, essayant de déterminer si Roman plaisantait. Après un moment, il répondit en haussant les épaules, « Alors je m'en passerai. Vous êtes le noble seigneur, alors que nous ne sommes que vos chevaliers servants. Faites ce que bon vous semble. Ce n'est pas comme si nous pouvions vous en empêcher. » Green était peut-être joueur et indiscipliné, mais il ne trahirait jamais son seigneur. Quelle que soit la décision de Roman, Green le soutiendrait inconditionnellement. Roman le savait déjà, mais l'entendre de la bouche de Green lui remonta tout de même le moral. C'était exactement ainsi que de fidèles chevaliers devaient se comporter. Juste à ce moment-là, Seth s'approcha d'eux. N'accordant aucun intérêt à leur conversation, il demanda simplement, « Je ne sais pas ce que vous prévoyez, mais ordonner à chaque enfant entre 5 et 15 ans de venir au domaine est totalement inapproprié. Les enfants de cet âge peuvent déjà aider leur famille, surtout ceux de plus de 10 ans qui sont considérés comme une force de travail. Retirer autant d'enfants à la fois aura un impact majeur. Beaucoup de familles ont des enfants en bas âge qui nécessitent encore des soins. Si leurs frères et sœurs aînés leur sont retirés, les parents devront faire face à un fardeau plus lourd, et leur travail à la ferme en pâtira. » Roman lui dit de ne pas s'inquiéter. Il sélectionnerait les enfants avec un tempérament adapté et des aptitudes pour l'apprentissage, tandis que les plus jeunes recevraient également des soins appropriés. Roman n'expliqua pas l'intégralité de son plan car il faudrait des années pour le mener à bien. S'il voulait transformer ce territoire, il devait d'abord détruire son ancien mode de vie. Son économie seigneuriale dispersée et arriérée lui semblait ridicule. Il avait l'intention de centraliser chaque ressource et de les distribuer selon un plan unifié. Il avait également besoin que le peuple craigne son autorité au lieu de le voir comme un père bienveillant. S'il traitait les roturiers avec trop de bonté, il ne ferait qu'en exiger davantage. Seth dévisagea Roman avec horreur, comme pour lui demander silencieusement s'il avait perdu la raison. Roman continua, « J'ai également l'intention de réduire la quantité de terres cultivées. Ceux qui ne peuvent pas s'adapter peuvent mourir. Plus de terres agricoles ne signifie pas nécessairement de meilleures récoltes. À cette époque, une seule famille doit cultiver environ 10 acres juste pour se nourrir. Une graine plantée ne produit généralement que 4 grains, et toute la récolte dépend de la météo. En théorie, si un grain de blé en produit 8, nous pouvons réduire les terres agricoles de moitié. S'il en produit 16, nous pouvons en abandonner les 3/4. Cependant, nous ne pouvons pas réduire les champs selon la limite théorique. Une seule mauvaise récolte laisserait le fermier affamé et causerait de graves problèmes. Roman avait l'intention de produire autant de nourriture que possible à partir des terres existantes. L'agriculture intensive réduirait la quantité de main-d'œuvre requise, libérant ainsi des travailleurs pour d'autres tâches. Comme son histoire personnelle le lui avait montré, il y avait encore beaucoup à accomplir. Son objectif immédiat était de cultiver suffisamment de nourriture avant la fin de la saison des semences. Tant qu'il sélectionnerait des graines de haute qualité et maintiendrait un sol fertile, les cultures pourraient atteindre leur rendement maximal. Le système prévoyait un rendement de 20 grains pour chaque grain planté. Si Roman ne parvenait même pas à accomplir cela, il aurait honte de faire face à ses ancêtres. Les 4 villes possédaient plus de 80 bœufs qui lui appartenaient désormais tous. Cependant, avec les anciennes méthodes agricoles, 80 bœufs ne pourraient jamais cultiver efficacement assez de terre pour subvenir aux besoins de près de 2000 personnes. Dans d'autres régions, une seule pièce d'or permettait d'acheter 2 bœufs. Malheureusement, les 4 villes manquaient de moyens de transport pour acheminer du bétail de l'extérieur, l'argent seul ne pouvait donc pas résoudre le problème. Par le passé, toute terre qui ne pouvait pas être labourée à temps devait être cultivée manuellement.
Les paysans dispersaient simplement les graines sur le sol et laissaient leur survie au hasard dans des circonstances normales. Même ces champs-là produisaient quelques récoltes clairsemées. Puisque les fermiers ne pouvaient pas augmenter le rendement de chaque champ, ils réagissaient naturellement en cultivant plus de terre, mais c'était aussi un énorme gaspillage de ressources. Au lieu de continuer à cultiver un sol aride qui ne produisait que 2 grains pour chaque graine plantée, il était plus sage d'abandonner ces champs et de concentrer leur travail sur des terres fertiles. Pendant ce temps, les ordres de Roman avaient explosé dans tout Sidetown comme une bombe. Les résidents encerclèrent Mower et commencèrent à parler tous en même temps. Le bruit donnait mal à la tête à Mower, jusqu'à ce qu'il finisse par hurler, « La ferme, tous autant que vous êtes. Croyez-vous que je puisse changer la décision du seigneur Roman? Arrêtez de rêver. Que croyez-vous que quelqu'un comme moi représente pour un noble seigneur? Si je pouvais vraiment l'influencer, je lui ferais retirer son ordre. Ensuite, je lui demanderais d'exécuter chacun d'entre vous, pour ne plus jamais avoir à rester au milieu de porcs comme vous. » Après avoir passé sa colère, Mower s'est frayé un chemin à travers la foule et s'est éloigné d'un parageur. Pendant ce temps, près du port de la ville de Sigi, le jeune marchand Maury était retourné à son navire. Il n'était pas venu à Sigestone pour faire des affaires. À l'intérieur de la cabine était assise une belle femme dont tout le corps était dissimulé sous une robe noire. Elle s'appelait Shasta. Quand Maury est revenu, Shasta a immédiatement demandé, « Tu l'as trouvé ?» Maury a admis qu'il n'avait rien trouvé. « Tu es sûr que tes informations sont correctes? J'ai cherché partout, mais je n'ai trouvé aucune trace de lui. » Shasta lui a répondu par une insulte glaciale. Incapable. Maury avait l'air désemparé. « Je ne possède pas tes méthodes spéciales. » Le nouveau seigneur a plongé Sidestone dans le chaos. Tout le monde parle de Roman Split Armor, et personne ne parle d'autre chose. Shasta est devenue curieuse. Quoi fait exactement ce noble? Maury a brièvement raconté tout ce qui s'était passé ce jour-là. Après avoir écouté son récit, Shasta a pris la parole avec un profond dégoût. Je sais que certains nobles ont des goûts dépravés, mais la plupart d'entre eux gardent au moins ses désirs cachés. Il le fait ouvertement, et s'en prend même aux enfants. Quel monstre! Maury ne croyait pas que Roman était ce genre d'homme. Il soupçonnait Roman de se préparer à la guerre ou de planifier une stratégie bien plus vaste. Shasta l'a regardé avec dédain. Se préparer à la guerre dans un trou perdu aussi misérable? Tu réfléchis trop. Maury n'arrivait pas à expliquer clairement son raisonnement. Même ainsi, il ne pensait pas que Roman était un noble inutile qui n'accomplissait rien et ne se souciait que de vivre dans le luxe. Shasta devenait de plus en plus anxieuse. Je ne peux pas continuer à perdre du temps ici. Si tu n'arrives toujours pas à le trouver, j'irai le chercher moi-même. Maury a immédiatement protesté. Non. Dès l'instant où tu t'exposeras, tu m'impliqueras. Ma caravane est la seule à être entrée dans ces 4 villes ces derniers jours. Tu crois sérieusement que tous les autres sont idiots? Shasta lui a dit de ne pas s'inquiéter. Penses-tu vraiment que les nobles et l'église sont des alliés? Un descendant du grand-duc Split Armor ne nous dénoncerait jamais à l'église. Maury savait que le grand-duc Split Armor avait de terribles relations avec l'église, mais ça ne suffisait pas à justifier de laisser Shasta prendre un tel risque. Écoute-moi d'abord. Je ne pense pas qu'il soit dans l'une de ces 4 villes. Maury a sorti un cristal violet. Ce cristal peut ressentir ton pouvoir, mais il n'a réagi nulle part dans la ville de Sige. Il se cache très probablement au fin fond des montagnes. Shasta a froncé les sourcils. Si c'était vrai, toute la région en parlerait. Quelqu'un serait certainement au courant. Maury a répondu, Roman a un désir écrasant de contrôle. Il trouvera cette fille pour nous. Je lui ai délibérément parlé des gens qui vivent dans les montagnes. En tant que leur seigneur, il est le seul capable de la trouver. Des étrangers comme nous n'y arriveraient jamais. Les sourcils de Shasta se sont levés alors qu'elle l'insultait. Espèce d'idiot prétentieux. Comment sais-tu que Roman ne lui fera rien? Sur ce, Shasta a décidé de mener les recherches elle-même. D'un geste nonchalant de la main, son corps s'est progressivement dissous en une brume noire avant de disparaître de la vue de Maury. Maury n'a pu que la prévenir, impuissant. Je t'attendrai ici pendant 2 jours. Que tu reviennes ou non, je partirai quand ces 2 jours seront écoulés. La nuit est vite tombée. Et Shasta s'est transformée en brume noire avant de se glisser dans l'une des fermes. D'une voix teintée d'enchantement, elle a demandé au fermier endormi, où est la sorcière de Sigatown? C'est alors que la femme allongée à côté de lui s'est réveillée, terrorisée. Quand elle a remarqué Shasta, elle a immédiatement essayé de réveiller son mari, pour découvrir que rien de ce qu'elle faisait ne pouvait le tirer de son sommeil. Shasta lui a dit calmement, ne gaspille pas tes forces. Ton mari est plongé dans un profond sommeil. Elle a ensuite utilisé sa voix envoûtante pour demander à la femme si elle savait où se trouvait Goyer. Aux premières lueurs de l'aube, Moa a chevauché à toute vitesse vers le domaine de Roman. Il a affirmé que des démons étaient apparus dans les 4 villes au cours de la nuit. Plus d'une douzaine de foyers ont raconté avoir rêvé d'une femme en robe noire, et une famille avait même vu exactement à quoi ressemblait le démon. Aaron s'est approché et a expliqué que l'intruse était probablement une sorcière. La mention des sorcières a naturellement ramené l'église à l'esprit de Roman. Cette religion, qui vénérait de multiples dieux, occupait une position unique à travers le continent. Le roi, les nobles et l'église formaient la classe dirigeante de cette époque, mais leurs relations étaient extrêmement compliquées. Les nobles répondaient au roi. Le roi s'inclinait devant l'église, et l'église restait méfiante envers les nobles. L'église contrôlait des ecclésiastiques ayant le pouvoir de guérir, ainsi que plusieurs organisations militaires puissantes.
Celle-ci comprenait les chevaliers du temple sacré du pape, les chevaliers chasseurs de démons du cardinal, et les chevaliers du jugement de l'Inquisition. L'Église pouvait également prélever la dîme sur tout le continent, prenant 1/10 des revenus de chaque citoyen. Cependant, les 3 grands-ducs du royaume de Fer-Noir ne payaient jamais la dîme, même si le roi lui-même versait de l'argent à l'Église. En fin de compte, les nobles et l'Église ont bâti leur richesse en exploitant les fermiers. Puisque Sigetown était un territoire reculé appartenant au grand-duc Split Armor, l'Église n'y maintenait aucune présence et n'avait aucun intérêt à y répandre sa foi parmi les habitants. Les sorts étaient une forme de pouvoir surnaturel, mais les mages avaient presque complètement disparu du continent. Les sorcières, cependant, étaient des lanceuses de sorts naturels, et chaque femme avait une chance extrêmement infime d'éveiller un pouvoir de sorcière. L'Église considérait les sorcières et les mages comme des sources de désastre, et les traquait et les persécutait sans relâche. Puisque ces persécutions ne menaçaient jamais le pouvoir noble, les nobles n'avaient aucun intérêt à y mettre fin. Les chevaliers de bataille trouvaient également les sorcières peu impressionnantes, croyant qu'une simple dague suffisait à en tuer une. Maure a donc suggéré d'informer l'Église, puisque signaler une sorcière leur rapporterait une récompense de 10 pièces d'or. Roman lui a jeté un coup d'œil. Pourquoi devrions-nous nous occuper d'elle? Quelqu'un a-t-il disparu ou été blessé? Maure a hésité avant de répondre, non. Mais la sorcière semble chercher quelqu'un. Roman a répondu calmement, alors laissez-la tranquille. Une fois qu'elle aura trouvé cette personne, elle partira d'elle-même. Je me rends dans les 4 villes maintenant. Il est temps de planter le blé de printemps. Au moment où Roman arriva dans la ville de Sig, les habitants avaient déjà reçu l'avis et attendaient sur l'esplanade au centre de la ville. Roman annonça, nous continuerons à planter du blé de printemps cette année, semer environ 200 livres de graines par acre. Mower s'organisa pour que les fermiers se relaient pour remuer les hauboueuses. De retour sur terre, les fermes modernes pouvaient produire plus de 6000 livres de blé par acre, mais de tels rendements étaient impossibles à cette époque. Selon les connaissances agricoles débloquées par le système, l'eau salée était idéale pour la sélection des graines. Cependant, le sel étant un produit de luxe dans cette ville, Roman dut se contenter d'eau boueuse. Comme prévu, Mower semblait complètement perplexe face à cet ordre étrange. Pourquoi avons-nous besoin d'eau boueuse? Roman ne prit pas la peine de s'expliquer. Vous n'êtes que des outils agricoles. Vous n'avez pas besoin de comprendre les intentions de votre maître. D'après les registres des récoltes précédentes de la ville de Sigi, Roman estima que les habitants avaient cultivé plus de 1600 acres l'année passée. Cependant, la plupart de ces champs étaient dispersés sur des terres arides. Après avoir inspecté le territoire, il ne conserva qu'environ 330 acres de terre fertile pour que près de 2000 personnes les cultivent de manière intensive. Les 5000 à 6000 autres acres restèrent pour la plupart en jachère. Améliorer le sol et préparer le compost prendrait au moins un demi-mois, ce qui rendait les préparatifs des semailles de printemps à la fois complexes et urgents. Roman dit à Mower, il y aura énormément de travail à partir de maintenant. Envoyez des gens ramasser du fumier, des mauvaises herbes et du limon pour fabriquer de l'engrais. J'ai l'intention de terminer les préparatifs des semailles de printemps d'ici 20 à 30 jours. D'ici là, vous devez rester parfaitement concentré. Mower acquiesça à plusieurs reprises tout en notant chaque instruction. Trouvez également 80 femmes et demandez-leur de préparer suffisamment de nourriture pour tout le monde, y compris les esclaves. Chaque personne recevra une demi-livre de rations sèches, 3 tranches de pain de l'épaisseur de 3 doigts, un bol de bouillie d'avoine, un bol de soupe aux légumes mélangés, et beaucoup d'eau bouillie. Je mangerai le même déjeuner aujourd'hui, et personne n'est autorisé à en retenir la moindre portion. À partir de maintenant, servez ce repas chaque après-midi. Personne n'est autorisé à rentrer chez soi pour déjeuner. Les familles avec des enfants ou des parents âgés incapables de marcher peuvent les amener avec eux. Placez tous les enfants sous la garde de ces 80 femmes. Ce sera notre organisation quotidienne à partir d'aujourd'hui. Informez immédiatement tout le monde de ces ordres. Un nouvel ordre était sur le point de commencer. Il était temps d'accueillir la nouvelle ère de Roman. Après avoir confié chaque tâche à Mower, Roman retourna à son domaine, nouvellement rebaptisé domaine de l'origine. Il convoqua les 2 commis travaillant au domaine. L'un s'appelait Gemin, et l'autre Hans. Roman leur donna ses instructions. Chaque jour, vous enseignerez les connaissances de base aux 300 enfants vivant sur le domaine. Soyez patients et suivez les méthodes que vos propres professeurs ont utilisées. Si les enfants ne comprennent pas, enseignez-leur jusqu'à ce qu'ils assimilent. Une fois qu'ils ont compris, faites-les pratiquer. S'ils désobéissent, battez-les jusqu'à ce qu'ils écoutent. Gamen protesta soudainement. Monseigneur, je ne vous ai pas suivi sur ces terres pour devenir enseignant. Je voulais devenir administrateur, pas jouer à des jeux d'orthographe avec des enfants de fermiers. Roman ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il se tourna vers Hans. Ressentez-vous la même chose? Hans hocha la tête. Mon grand-père a autrefois servi comme magistrat pour un grand seigneur. Je suis venu ici dans l'espoir de prouver mes capacités, mais on ne m'a assigné qu'à compter la population. Je trouve cela extrêmement difficile à accepter. L'expression de Roman devint instantanément glaciale. Vous avez donc l'intention de désobéir à mes ordres? Bien qu'en sueur froide, Hans trouva d'une manière ou d'une autre le courage de répondre. Nous avons le droit de refuser des ordres déraisonnables. Si vous insistez sur ce point, Seigneur Roman, je déposerai un recours auprès de la cour royale. L'autorité judiciaire du roi est supérieure à votre autorité de seigneur territorial. Roman sourit. Je vous paie plus que le tarif du marché,
Alors ne me faites pas la morale sur vos droits. Votre rémunération me donne parfaitement le droit de vous confier ce travail. Vous avez signé un contrat, on s'attend donc à ce que vous fassiez votre travail. Obéir à votre employeur fait partie de cet accord. N'est-ce pas le cas? Ne surestimez pas votre importance ni ma patience, et ne remettez jamais en question mes décisions. Sinon, je vous exécuterai moi-même. Les deux commis tremblèrent de peur et hochèrent la tête à maintes reprises. Nous comprenons parfaitement maintenant, monseigneur. Bien. C'est votre unique avertissement. Les enfants du domaine sont désormais sous votre responsabilité. À midi, Roman retourna dans la ville de Siga. Moore rapporta qu'il avait collecté plus de 10 tonnes de fumier en une seule matinée, comprenant des déjections de bovins, chevaux, moutons et cochons. Roman lui dit que c'était loin d'être suffisant. Ils auraient besoin d'au moins 100 tonnes d'engrais pour satisfaire ne serait-ce que leurs besoins les plus élémentaires. Dans la zone de distribution de nourriture, les habitants regardaient les repas copieux avec incrédulité. Beaucoup soupçonnaient qu'on leur servait un dernier repas avant leur exécution. Lorsqu'ils découvrirent que Roman mangeait exactement la même nourriture, ils furent encore plus convaincus que leurs soupçons étaient fondés. Roman termina son déjeuner rapidement. Alors que les autres fermiers savouraient encore lentement leur repas, Roman emmena Mower vers le tas de fumier et lui montra comment préparer le compost. Après près de 2 heures de travail, ils réalisèrent enfin un tas de compost standard sur un terrain plat. Si tout se passait bien, il se décomposerait complètement en un demi-mois. Avant de partir, Roman ordonna à Mower que chaque futur tas de compost respecte les mêmes proportions et étapes. Tout fermier participant au travail de compostage recevrait 2 livres de blé supplémentaires en récompense. Roman enfourcha ensuite son cheval de guerre et se prépara à rendre visite au forgeron avec quelques questions. En regardant Roman s'éloigner, Moore fut rempli d'admiration. C'était le premier noble qu'il voyait s'occuper personnellement de chaque tâche. Il semblait que Moore allait devoir travailler encore plus dur désormais. Après être arrivé à l'atelier du forgeron, Roman rencontra le forgeron Lax et demanda « As-tu forgé tous les outils agricoles utilisés dans la ville de Sigay ?» Lax expliqua « J'en ai fabriqué une partie. Le reste a été apporté ici par des marchands, et je ne m'occupe que des réparations. » Roman continua. « Comment vont les affaires? Combien de lingots de fer te reste-t-il ?» Lax soupira. « Les affaires vont mal. La ville de Sigay est si pauvre que la plupart des fermiers ne peuvent pas s'offrir d'outils en fer. Nous devons aussi acheter notre fer à l'extérieur. Il mène reste actuellement environ 220 livres. » Roman sortit un plan qu'il avait préparé à l'avance. « J'ai besoin que tu forges un nouveau type de charrue en fer selon ce modèle. Combien de fer cela nécessitera-t-il ?» Après avoir étudié les plans, Lax répondit « Environ 33 livres de fer. Nous aurons également besoin du charpentier Viche pour fabriquer les roues. » Roman le nomma responsable de l'ensemble du projet. « Utilisez le moins de matériaux possible et terminez-le rapidement. Je prendrai en charge toutes les dépenses. » Lax hésita. « Le coût n'est pas le problème, monseigneur. Vous n'avez qu'à payer pour les matériaux. Cependant, l'Église enseigne que tout ce qui existe a été accordé par les dieux et ne doit jamais être altéré. Quiconque le fait tombera en enfer. En d'autres termes, chaque outil et technologie était considéré comme un don des dieux, et l'humanité devait tout préserver tel quel. La nouvelle charrue en fer de Roman violait clairement cette doctrine. Roman laissa échapper un reniflement froid. « Ne vous en faites pas pour ça. Si les dieux s'y opposent, ils peuvent venir me le dire eux-mêmes. Vous devez seulement comprendre que c'est extrêmement important. Convoquez également le charpentier. Nous devons la construire le plus rapidement possible. » Le sol sur tout ce territoire était extrêmement humide et nécessitait des charrues lourdes. Cependant, les locaux utilisaient encore des charrues légères qui étaient totalement inadaptées aux conditions naturelles. Roman ne comprenait pas pourquoi personne n'avait inventé de charrues lourdes alors qu'il était déjà capable d'en forger en fer. Il semblait que ce monde recelait encore bien des mystères qui lui restaient à explorer. Pour accélérer la culture sur tout le territoire, Roman ordonna à Lax de commencer à produire des charrues lourdes en grand nombre. Cependant, Lax l'avertit qu'il n'avait pas assez de fer. Roman proposa immédiatement de fondre toutes les charrues légères existantes pour reforger le métal. Il lui fallait au moins 40 charrues lourdes, mais Lax calcula qu'il leur manquerait encore beaucoup de matériaux nécessaires. Roman commença même à se demander s'il devait faire fondre l'équipement des chevaliers. C'est alors que Lax proposa une autre suggestion. Les navires marchands au port transportaient des lingots de fer, Roman pouvait donc leur acheter le métal manquant. Roman se rendit alors personnellement au port. Lorsque Maury vit Roman approcher, il fut envahi d'un profond malaise. Pourquoi le seigneur s'était-il déplacé en personne? Roman avait-il découvert son lien avec la sorcière? Heureusement, Maury apprit vite que Roman n'était venu que pour acheter des lingots de fer, ce qui lui permit de pousser un discret soupir de soulagement. Il déclara précipitamment « J'ai environ 500 livres de lingots de fer de haute qualité. Le prix est de 1 pièce d'or pour 33 livres, ce qui porte le total à 15 pièces d'or. » Après avoir entendu le prix, Roman lança directement un rubis à Maury. Dès que Maury vit la pierre précieuse, il fut complètement abasourdi. Les rubis étaient d'une valeur extraordinaire. Ils n'appartenaient normalement qu'aux nobles et étaient souvent transmis comme héritages familiaux. Après avoir soigneusement examiné le rubis, Maury finit par refuser de l'accepter. Il le rendit respectueusement à Roman et dit « Je suis prêt à échanger ces lingots de fer contre votre amitié. » Maury estimait que Roman était un seigneur doté d'un énorme potentiel et qu'il valait la peine d'investir sur lui très tôt. Roman ne fit pas de manière.
Après avoir repris le rubis, il promit, je n'accepte jamais la générosité d'autrui sans rien donner en retour. Je vous rembourserai d'une autre manière un jour. J'ai aussi besoin que vous transportiez 100 bœufs vers les 4 villes, et vous couvrirez les frais de transport de 60 pièces d'or, répondit Maury d'un air désolé. Je ne peux pas fournir autant de bœufs. Je peux en trouver 50 tout au plus. Cependant, je peux aussi fournir 100 mules de bâtiment, bien qu'elles soient légèrement plus chères. Roman répondit sans la moindre hésitation. Cela fera l'affaire. Je prendrai chaque bœuf et chaque mule. La nuit tomba bientôt. Une fois tous les lingots de fer livrés à l'atelier du forgeron, Roman ordonna immédiatement à l'Axe et aux autres de commencer à travailler le plus vite possible. Le lendemain, Roman sortit son immense arc long. C'était un héritage familial, forgé dans des matériaux extraordinaires et un symbole de la maison Split Armor. Remis personnellement par le grand-duc, ce grand arc comptait parmi les meilleures armes de son temps. Roman l'emporta pour s'assurer de pouvoir se protéger en s'enfonçant dans les montagnes. Il alla ensuite trouver Mower et lui ordonna, rassemblez tous les gardes de la ville de Sighet. Nous partons dans les montagnes. Vous viendrez avec nous également. Mower se figea. Je dois y aller aussi? Roman lui jeta un regard. À qui d'autre pensiez-vous que je m'adressais? Et c'est ainsi que Roman pénétra dans les montagnes avec Aaron, Green et les gardes de la ville de Sighet. En chemin, Mort l'avertit. Ces montagnes abritent des bêtes magiques, des bandits et des déserteurs. On y trouve aussi d'étranges sorciers guérisseurs et des chevaliers recherchés. Certains vivent ici depuis de nombreuses années, et étaient déjà présents du vivant de mon père. La plupart sont des fugitifs, et ils sont bien plus dangereux que des chasseurs ordinaires. À cet instant, Roman sembla remarquer quelque chose, et leva une main, faisant signe à tout le monde de s'arrêter. Il sourit soudainement. L'un des apôtres 2 étoiles qu'il avait précédemment recruté se cachait parmi ces chasseurs. Roman cria immédiatement en direction de la forêt. Avez-vous l'intention de vous faire un ennemi de votre propre seigneur? Une silhouette parmi les arbres répondit. Nous n'avons pas de seigneur. Roman répliqua calmement. Vraiment? Alors vous en avez un désormais. Avez-vous l'intention d'affronter des chevaliers de bataille? Vous n'avez aucune chance de gagner. Sortez et agenouillez-vous devant moi, et j'épargnerai vos vies. Dorg, l'apôtre 2 étoiles que Roman avait précédemment recruté, émergea des arbres vêtus comme un chasseur. Nous voulons seulement une chance de survivre. Si vous nous laissez vivre en paix, nous pourrons vous offrir une part de tout ce que nous chassons. Roman répondit, alors jurez-moi fidélité. Sur ce territoire, moi seul détiens l'autorité de tout contrôler. À présent, dis-moi ton nom, mon apôtre. L'esprit de Dorg se vida instantanément. Il ne comprit pas pourquoi, mais il donna instinctivement à Roman son nom complet, Dorg Génie. Roman ordonna, mène-moi aux autres qui vivent dans ces montagnes. Leur sort dépendra de leur bon comportement à partir de maintenant. Ailleurs dans les montagnes, Shasta suivit les informations qu'elle avait obtenues des villageois et accrocha un sac de petits pois à un arbre, attendant que sa cible apparaisse. Une fois en place, elle se cacha à proximité et attendit patiemment. Peu de temps après, une petite fille s'approcha de l'arbre. Elle était trop petite pour atteindre le sac, l'obligeant à se dresser sur la pointe des pieds et à s'étirer vers les petits pois. Quand elle parvint enfin à les récupérer, elle serra le sac contre sa poitrine et s'éloigna rapidement. Shasta sortit de sa cachette à la hâte et l'appela, Gouir, attends. La jeune fille du nom de Gouir sursauta de peur, faisant tomber tous les petits pois qu'elle tenait dans ses bras sur le sol. Elle regarda Shasta avec terreur. Es-tu venu pour me capturer? Shasta s'approcha et la rassura doucement. N'aie pas peur. Je m'appelle Shasta, et je suis aussi une sorcière. Gouir recula à plusieurs reprises en pleurant, je ne suis pas une sorcière. Shasta demanda, essaies-tu de renier tes pouvoirs, ou bien de te renier toi-même? Gouir s'effondra et cria, je n'ai pas de pouvoir maléfique, et je ne suis pas possédé par un démon. Je t'en supplie, reste loin de moi. Shasta prit la jeune fille dans ses bras. N'aie pas peur. Je vais t'emmener loin d'ici. Tu auras du pain et de la bouillie tous les jours, tu dormiras dans un lit moelleux et tu ne souffriras plus jamais du vent et de la pluie. Ma sœur, nous ne sommes pas nés pour souffrir, et nous ne méritons pas d'être brûlés vives. Puisque Dorg avait déjà prêté allégeance à Roman, les autres chasseurs n'offrirent aucune autre résistance et se rendirent également. Roman leur ordonna d'abandonner leur campement dans la montagne d'ici un mois et de s'installer à Sighet Town. Il se tourna ensuite vers Dorg. Maintenant, parle-moi de ces prétendus grands bandits qui se cachent dans les montagnes. Dorg expliqua, le sorcier guérisseur s'appelle Garant. Les chasseurs comme les habitants de Sighet Town le respectent. Il possède un immense savoir et peut guérir des maladies, mais personne ne sait d'où il vient à l'origine. J'ai été un déserteur militaire qui a fui dans ces montagnes après avoir abandonné le champ de bataille. Dirk est un chevalier renégat devenu un homme recherché après avoir tué un noble. Le célèbre hors-la-loi, Berg, a aussi tué un noble et distribué les richesses volées au peuple. Chaque roturier ayant accepté cet argent a ensuite été pendu par les nobles. Berg est extrêmement dangereux. Il vaudrait mieux l'éviter. À cet instant, le faible rugissement d'une bête résonna depuis les profondeurs des montagnes, interrompant l'explication de Dorg. Dorg regarda gravement en direction du son. Monseigneur, ce rugissement venait d'une bête magique. Êtes-vous sûr de vouloir vous enfoncer plus loin dans les montagnes? Roman répondit calmement. Cela n'a pas d'importance. Continue. Y a-t-il d'autres hors-la-loi importants? Dorg hésita visiblement en entendant la question, mais finit par révéler le dernier nom. La dernière est Gouir, la sorcière du malheur.
Ailleurs dans les montagnes, le hors-la-loi Berg arriva devant la cabane du chevalier renégat Dirk. Un dragon maléfique a pénétré dans les montagnes. Dirk lui jeta un simple regard. « Pourquoi es-tu venu me voir ?» Berg répondit avec une expression féroce. « Le dragon maléfique ne nous laissera pas en paix. Il a déjà envoyé ses chiens de chasse pour nous capturer, et ses chasseurs se feront une joie de l'aider. Dirk, peux-tu vraiment rester les bras croisés et regarder une sorcière être brûlée vive ?» Le visage de Berg se tordit de plus en plus alors qu'il continuait. Seule la mort du dragon maléfique peut protéger ce sanctuaire. Les nobles sont tous des voleurs. Ils ne méritent aucune de ces richesses. Dirk soupira, résigné. Ta folie n'a fait qu'empirer dans ces montagnes. Un jour, tu vas tous nous faire tuer. Berg continua comme s'il ne l'avait pas entendu. Le déserteur est un lâche et ne me soutiendra jamais. Tu dois m'aider. Dirk refusa immédiatement. Non. J'ai été un homme courageux. Il est venu ici précisément parce qu'il comprenait ce qu'il faisait. Pars, Berg. Je ne me joindrai pas à toi non plus. Berg s'emporta soudainement. Nous avons déjà tous les deux le sang de dragon maléfique sur les mains. Je vais tuer Roman Splitarmor, et distribuer ses richesses aux pauvres. Dirk secoua la tête. Pour qui te bats-tu vraiment? Veux-tu tuer Roman, ou l'ombre qui réside dans ton propre cœur? Tu rêves sans cesse de ceux qui sont morts, et tu as même étranglé ta propre mère à main nue. Berg insista bruyamment sur le fait qu'il n'était pas fou. Je vais plonger les bêtes magiques dans une folie furieuse et faire mourir ces nobles dans d'atroces souffrances. Dirk répondit froidement, arrête de rêver. Tu ne peux pas tuer un descendant de la maison Splitarmor. Même si tu réussis, les trois grands-ducs raseront cet endroit tout entier. Si cette tragédie se reproduit, tout le monde mourra par ta faute. Berg éclata de rire. Alors tu es un lâche, toi aussi. Pendant ce temps, Shasta continuait de réconforter la jeune sorcière, Gwir. Elle lui parla doucement, Gwir, tu n'es pas maléfique. Le pouvoir qui réside en toi apporte peut-être le malheur, mais cela reste une forme de pouvoir. N'aie pas peur. Je t'apprendrai à le contrôler et je t'aiderai à devenir une sorcière exceptionnelle. Gwir demanda d'un ton pitoyable. Dois-je quitter les montagnes avec toi? Shasta répondit, oui. Ce n'est qu'en vivant parmi d'autres sorcières que tu pourras vivre comme une personne normale. C'est pour cela que nous devons quitter cet endroit. Gwir la supplia à travers ses larmes. Je veux juste rester ici. Est-ce que je peux rester, s'il te plaît? Elle était encore profondément terrifiée. Shasta exhorta Gwir à lui faire confiance, promettant que les sorcières ne feraient jamais de mal à l'une des leurs. Les larmes envahirent de nouveau la voix de Gwir. Elle tomba à genoux devant Shasta comme pour implorer la pitié d'un supérieur, l'église me brûlera vive, et ils brûleront ma famille aussi. Je ne peux pas laisser les seigneurs de l'église me capturer. Une vague de colère monta en Shasta. D'habitude, elle agissait sans hésitation, pourtant elle avait passé tant de temps à essayer de persuader Gwir, sans y parvenir. Cependant, elle ne dirigea pas cette colère vers la jeune fille. Shasta comprenait ce que Gwir avait enduré et le danger auquel elle faisait face actuellement. L'église était la véritable cible de sa fureur. Shasta décida d'aimer Gwir peu importe sa réponse, bien qu'elle n'ait aucune intention de la blesser. Elle parla d'une voix douce mais ferme, « Mon enfant, je n'ai pas beaucoup de temps. Laisse-moi m'occuper de tout. Un jour, tu comprendras que quitter cet endroit était le bon choix. » Gwir était très sensible aux expressions des autres, et comprit vite que Shasta avait déjà pris la décision à sa place. Cette prise de conscience la mit profondément mal à l'aise. Elle murmura, « Alors je dois d'abord prévenir l'oncle Dirk. Je dois aussi dire au revoir à l'oncle Jay, au grand-père Garand et à l'oncle Berg. » À ce moment-là, un rugissement assourdissant résonna soudainement des profondeurs de la forêt. L'expression de Shasta changea instantanément. Pendant ce temps, Dorg conduisit Roman à la demeure du sorcier Garand. Roman observa le vieillard aux cheveux blancs devant lui et demanda directement, « Vous faisiez partie de l'église, n'est-ce pas ?» Avant que Garand ne puisse répondre, Dorg le fixa sous le choc. Il n'avait jamais connu la véritable identité de Garand. Il savait seulement que Garand avait toujours protégé la jeune sorcière Gwir. Qui aurait pu imaginer que quelqu'un de l'église protégerait une sorcière? Roman continua. « Puisque vous avez déjà quitté l'église, pourquoi ne pas travailler pour moi? » Garand répondit calmement. « L'église décrète que les serviteurs des dieux doivent les vénérer et les servir toute leur vie. » Roman haussa un sourcil. « Ils ne vous permettent donc même pas de présenter une lettre de démission? » Garand n'avait jamais entendu parler de lettre de démission, mais il comprit ce que Roman voulait dire. « J'ai peut-être quitté l'église, mais je n'ai pas abandonné ma foi. Monseigneur, je désire seulement rester ici. Je vous prie de me laisser en paix. » Roman répondit calmement, « Je vous ai offert une opportunité, mais vous avez choisi de ne pas la saisir. Quand je commencerai à massacrer des gens, ne vous mettez pas en travers de mon chemin. Sinon, vous tomberez à leur côté. » Peu après avoir quitté la demeure de Garand, le groupe de Roman rencontra une bête magique enragée, tandis que Mower et les gardes cédèrent immédiatement à la panique. Roman resta parfaitement calme. « Pourquoi paniquez-vous tous? Formez une ligne de défense. » Les gardes avaient à peine pris position qu'un énorme ours brun chargea droit sur eux. Un garde ordinaire serait tué sur le coup par une seule attaque d'une bête aussi terrifiante. Eren et Green furent forcés de se précipiter en avant pour l'intercepter. Pourtant, même en tant que chevaliers de combat, ils ne parvinrent pas à arrêter l'ours. Ils furent balayés aussi facilement que les gardes ordinaires. L'expression de Roman devint féroce. Se déplaçant à une vitesse incroyable, il contourna l'ours brun, empoigna son grand arc à deux mains,
et abattit l'arme comme un immense fendoir, la fracassant directement sur le crâne de Lourd. Malheureusement, le coup échoua tout de même à percer ses défenses. Au lieu de cela, il plongea Lourd dans une frénésie encore plus grande. Roman changea immédiatement de tactique et tira une flèche. Son tir frappa Lourbrun avec précision en pleine poitrine. Eren et Green saisirent l'opportunité de porter les coups de grâce, achevant enfin la bête enragée. Après le combat, Eren retira la vésicule biliaire et le cœur de Lourd. Dorg s'avança alors et utilisa son expérience de chasseur pour examiner le cadavre. Il parvint finalement à une conclusion. Cet ours porte l'odeur de l'herbe de rage bestiale. Berg le hors-la-loi est probablement responsable de cette invasion de bêtes magiques. Roman poussa un grognement froid. Pas un seul d'entre eux ne s'en sortira. Ailleurs, Shasta guidait Gwir à travers la forêt, tout en évitant les bêtes magiques enragées. Cependant, un énorme élan finit par les découvrir. Heureusement, Shasta réagit immédiatement et tua l'élan avec facilité. Mais quand Shasta tenta de continuer, Gwir refusa d'avancer. Elle croyait apporter le malheur à tous ceux qui l'entouraient, et la situation actuelle semblait le prouver. Shasta la rassura, tout va bien. Rien de tout cela n'est de ta faute. Nous apprenons tout à contrôler nos pouvoirs un jour, et les autres sœurs t'aideront. Gwir répondit, désemparée, mais avant que ça n'arrive, je vais vous faire tuer. Elle semblait si certaine que tout était de sa faute que même Shasta commença à douter d'elle-même. Le pouvoir de malheur de Gwir pourrait-il déjà être assez puissant pour affecter toutes les bêtes magiques des montagnes? Comment Shasta pourrait-elle autrement expliquer cette invasion et ces attaques constantes? Malgré tout, elle refusa de révéler son inquiétude à Gwir. Ne t'en fais pas. Beaucoup de sœurs dans la forêt des sorcières pourront t'aider. Gwir refusait toujours de partir. Je ne sais même pas ce qu'est la forêt des sorcières, et je ne connais rien de la vie en dehors de ces montagnes. Je ne suis pas votre sœur, alors pourquoi tenez-vous tant à m'emmener? Ces mots finirent par épuiser la patience de Shasta. Elle décida que même si elle devait user de la force, elle emmènerait Gwir loin des montagnes. Cependant, pendant qu'elle se disputait, un bruissement soudain provint des buissons voisins. Un instant plus tard, Eren émergea de la forêt. Il regarda Shasta et dit, « Je crains que vous ne les meniez nulle part. » Pendant ce temps, Green et Dorg travaillaient ensemble pour traquer Berg. Alors que Dorg suivait les pistes, il demanda curieusement, « Pouvez-vous vraiment vaincre Berg ?» Green répondit avec dédain. Selon les rumeurs, il est au moins un transcendant de 3e rang. Il était déjà célèbre avant même que je sois né. J'espère seulement qu'il peut encore offrir un combat convenable. Shasta fusilla du regard Eren et les gardes qui l'accompagnaient avant de leur ordonner de s'écarter. Eren répondit, « Je m'excuse, mais ce sont les ordres de mon seigneur. Personne n'est autorisé à partir. » Shasta dégaina son arme. « Vous ne pouvez pas m'arrêter. Vous n'êtes qu'un chevalier de combat de bas rang, alors que j'ai tué des adversaires de 5e rang. » Eren resta complètement résolu. « Je sais que vous êtes puissante, mais je ne peux pas désobéir aux ordres de mon seigneur. Si vous refusez de coopérer, je n'aurai d'autre choix que de faire respecter la loi. » Quand Eren refusa de reculer, Shasta se prépara à attaquer. Mais à ce moment-là, elle sentit soudainement une menace écrasante venant de derrière. La source de ce danger était Roman. Il avait déjà bandé son grand arc et visé directement l'un des points vitaux de Shasta. Elle pouvait clairement sentir la menace qui le représentait, alors elle invoqua le pouvoir derrière elle. « Avez-vous vraiment l'intention d'attaquer une sorcière de la forêt des sorcières ?» Roman répondit froidement, « Je me fiche de savoir d'où vous venez. Vous êtes entré sur mon territoire et avez tenté de kidnapper l'un des miens. Cherchez-vous la mort? L'emmener signifie me voler ce qui m'appartient, et je ne le permettrai pas. » Shasta répondit d'un ton moqueur. « Ne réalisez-vous pas que c'est une sorcière? Êtes-vous certain de pouvoir tolérer qu'une sorcière vive sur votre territoire? Si c'est le cas, je devrais peut-être inviter toutes les sorcières de la forêt des sorcières à visiter votre territoire. Qu'en pensez-vous? » L'expression de Roman s'assombrit immédiatement. « Alors vous me menacez? » Shasta répondit, « Si vous ne voulez pas que les sorcières détruisent votre territoire, alors laissez-nous partir. » Roman répondit froidement, « Vous n'êtes pas en position de négocier avec moi. Croyez-vous être plus forte qu'un chevalier de combat de haut rang, ou êtes-vous certaine de pouvoir tuer tout le monde ici? Au pire, nous mourrons tous ensemble sous les crocs des bêtes magiques, juste au moment où Roman terminait de parler. » Une série de hurlements frénétiques résonna tout près. Le tristement célèbre hors-la-loi Bird arriva en chargeant sauvagement vers eux. Une série de hurlements de loup résonna depuis les profondeurs de la forêt, faisant fuir de terreur les oiseaux et les animaux environnants. L'expression de Shasta changea immédiatement. Une seule bête magique ne l'effraierait pas. Mais s'il faisait face à une meute entière de loups, toutes les personnes présentes pourraient mourir. Elle attrapa rapidement Gwir et se prépara à battre en retraite. Roman se mit directement en travers de son chemin avec une expression glaciale. Shasta cria avec colère, « Vous essayez encore de m'arrêter? Toutes vos troupes seront anéanties. » Roman répondit froidement, « Essayez de partir, et je tuerai Gwir. » Les gardes encerclèrent rapidement Shasta et Gwir. Avec la fille à ses côtés, Shasta ne pouvait s'échapper sans la mettre en danger. Roman dit, « Si nous continuons à nous battre, les deux camps en souffriront. Votre autre choix est de rester et de m'aider à tuer toute la meute de loups. » Shasta tremblait de rage. Finalement, elle serra les dents et accepta. Pour l'instant, rester en vie était tout ce qui comptait. Roman ordonna immédiatement, « Eren, emmène Gwir à l'arrière de la formation. Tuez quiconque tente de s'enfuir. »
Il positionna ensuite les gardes munis de boucliers à l'avant pour former une ligne défensive. Les loups sont déjà là. Nous n'avons nulle part où battre en retraite, alors battez-vous de toutes vos forces. Quelques instants plus tard, une meute de loups immenses émergea de la forêt dense. Les gardes perdirent visiblement leur sang-froid, et plusieurs commencèrent à reculer. Roman rugit. Personne ne recule. Quiconque fuit mourra. Tuez ces bêtes. Les loups rusés virent les gardes attendre en formation et ne chargèrent pas de front. À la place, ils lancèrent des attaques coordonnées des deux côtés. Depuis une position surélevée, Roman ordonna immédiatement, renforcer les deux flancs. En même temps, il banda le grand arc gris des Split Armor. Avec un claquement sec, une flèche quitta la corde. Roman avait visé le corps d'un loup, mais toucha sa patte arrière à la place. Même ainsi, la force immense transperça complètement le membre. L'impact envoya le loup rouler dans les buissons voisins. Pendant ce temps, le loup le plus fort de la meute bondit par la droite. Au moment critique, Shasta sauta en l'air et le frappa d'un coup de pied sauté, arrêtant son attaque de force. La femme et le loup s'engagèrent immédiatement dans un combat au corps à corps. À cet instant, plusieurs autres loups bondirent sur Roman. Il tint le grand arc des Split Armor horizontalement comme un bouclier et arrêta l'un d'eux. La tête du loup se retrouva coincée entre l'arc et sa corde. Il planta ses crocs dans les côtes de Roman, mais ne parvint pas à mordre à travers ses vêtements épais. Les vêtements que les nobles portaient pour chasser étaient pratiquement une forme d'armure souple. Roman tordit le grand arc avec une force brute, forçant la corde renforcée à trancher net le cou du loup. Pendant ce temps, Shasta se retrouva à combattre deux autres loups. Elle balança les épées courtes dans ses deux mains et tua l'un d'eux d'un seul coup. Cependant, les gardes et les chasseurs avaient déjà été dispersés par la meute. Les loups blessés ne devinrent que plus féroces, tandis que les humains blessés perdirent rapidement leur capacité à se battre. À ce moment-là, un long hurlement de loup résonna au loin, et les loups sur le champ de bataille levèrent la tête pour y répondre. Roman réalisa immédiatement que quelque chose n'allait pas. Le loup alpha n'était pas encore apparu. Eren se plaça devant Roman avec son bouclier levé pour le protéger. À ce moment-là, le hurlement lointain de l'alpha se transforma soudainement en un cri d'agonie. Quelque chose l'avait clairement attaqué. Roman comprit que le loup alpha avait été pris en embuscade, et les loups restants commençaient à battre en retraite. Juste au moment où la meute essayait de s'enfuir, une silhouette surgit soudainement. L'homme balança sa longue épée et fendit facilement l'un des loups en deux. Gwir, la sorcière du malheur, s'écria avec excitation, c'est l'oncle Dirk. Roman comprit immédiatement que l'homme devant lui était Dirk, le chevalier renégat. Une autre silhouette s'approcha bientôt au loin, portant la tête d'un loup imbibé de sang. C'était Jay, le déserteur de l'armée. Roman appela Jay par son nom. Jay se figea de surprise et sembla incertain de la façon de réagir, mais finit par baisser la tête respectueusement. Roman tendit le grand arc des Split Armor à un garde proche avant de demander, « Voudriez-vous tous les deux me servir ?» Dirk répondit, « Je suis Dirk le traître, un homme qui a tué son propre seigneur. Il n'y a plus aucune place pour moi sur ce continent. » Roman lui tendit la main. « Alors je vous donnerai un endroit où vous aurez votre place. » Dirk rejeta l'offre de Roman sans hésitation. Roman demanda, « Vous m'avez refusé bien vite. N'avez-vous pas peur que je demande à quelqu'un de vous abattre ?» Dirk fit un pas en arrière. « Alors je m'enfuirai ailleurs. » Shasta dit soudainement, « J'ai honoré notre accord et je vous ai aidé à vaincre les loups. Maintenant vous pouvez laisser Gwir partir avec moi. » Roman lui jeta un regard en biais. Quand ai-je jamais accepté cela? À ce moment-là, Mori arriva enfin avec un groupe de gardes. « Seigneur Roman, nous sommes là pour vous aider. » Quand Mower vit les cadavres de loups éparpillés sur le sol, il se figea, incrédule. Une meute entière de loups vous a attaqué. Ce n'est qu'après avoir vu Roman debout et indemne tout près qu'il se détendit enfin. « Seigneur Roman, Dieu merci, vous êtes sain et sauf. » Roman ignora complètement Mower et continua de se disputer avec Shasta pour savoir qui Gwir allait suivre. Mower resta figé sur place. Il y avait en fait deux sorcières ici. Gwir se cacha derrière Shasta, luttant pour décider qui elle devait suivre. Elle se rappelait la douleur et le désespoir sur le visage de sa mère après que son identité de sorcière a été révélée. Se souvenant des crises d'impuissance et d'hystérie de son père à la maison, les larmes montèrent aux yeux de Gwir. « Je suis désolé, Dame Shasta, mais je veux rentrer chez moi. » Roman déclara qu'il semblait avoir gagné, ce qui fit soupirer Shasta, réalisant que tout son voyage n'avait servi à rien. Roman répondit, « Je vais prêter serment par un contrat de noble pour elle. Tout noble qui viole un tel contrat perdra tout ce qu'il possède. » Shasta le regarda avec incrédulité. « Tu es vraiment prêt à lier un contrat de noble pour une sorcière? Je n'arrive pas à savoir si tu as perdu la tête ou si c'est moi. » Roman prêta un serment solennel. « Au nom de la maison Split Armor, je jure que Gwir ne subira jamais de persécution sur mon territoire. Même si l'Église découvre son existence, je ne ferai aucun compromis. Tant qu'elle me restera fidèle et ne me trahira jamais, je la protégerai inconditionnellement pour le restant de ses jours et ne permettrai jamais qu'elle subisse la moindre humiliation ou trahison. » Shasta s'agaça. « Si tu avais fait cette promesse plus tôt, je ne me serais peut-être jamais battu avec toi pour Gwir. » Roman demanda, « Pourquoi ne pas rester et travailler pour moi, toi aussi? Les sorcières passent leur temps à fuir l'église. Tu serais bien mieux à vivre sur mon territoire. » Shasta répondit, « Tu t'emballes un peu vite. Cette situation ne durera plus très longtemps. » Roman fut immédiatement sur ses gardes. Ces paroles cachaient clairement un sens plus profond.
Shasta réalisa qu'elle en avait trop dit et se retourna précipitamment pour partir. Avant de partir, elle l'avertit, « Prends bien soin de Gwir, ou je ne te le pardonnerai jamais. Souviens-toi de mon nom. Je suis Shasta, la sorcière des cauchemars. » Après avoir nettoyé le champ de bataille, Eren fit son rapport à Roman, 3 gardes sont morts et 8 sont blessés. 4 d'entre eux sont gravement blessés, et l'un d'eux ne pourra peut-être plus jamais se battre. Roman se plongea dans ses pensées, se demandant comment se déroulait la traque menée par Green. Pendant ce temps, Green poursuivait toujours Berg. Dorg Génie utilisait son talent de pisteur pour fouiller la forêt à la recherche de la moindre trace laissée par Berg. Peu de temps après, d'énormes empreintes fraîches lui indiquèrent qu'il se rapprochait de leur cible. Soudain, Green repéra un mouvement dans les buissons devant lui. L'instant d'après, Berg surgit des buissons et balança sa hache de guerre sur Green. « Chien du dragon maléfique, bats-toi en duel contre moi. » Green eut à peine le temps de lever son épée pour bloquer la hache qui s'abattait sur lui. Les 2 hommes s'engagèrent immédiatement dans un combat acharné, sans qu'aucun ne parvienne à prendre le dessus. Le fracas de leurs armes résonnait à travers la forêt silencieuse. Roman et les autres entendirent le combat au loin. Roman courut immédiatement en direction du bruit, suivi de près par tout le monde. Quand Berg vit Roman approcher, sa colère s'intensifia. C'est le dragon maléfique. Il abandonna sur le champ son combat contre Green pour foncer sur Roman. Roman banda prestement le grand arc Split Armor et tira une flèche acérée directement sur Berg. Berg esquiva facilement le tir en faisant un pas de côté. Il leva sa hache de guerre et rugit. « Je vais utiliser cette hache pour te tuer, dragon maléfique. » Roman le dévisagea avec perplexité. « Pourquoi m'appelles-tu dragon maléfique? Pourquoi es-tu si déterminé à te battre en duel avec moi ?» Berg rugit de plus belle. « Tu n'as pas de griffes acérées, et pourtant tu contrôles de vastes étendues de terre. Tu n'as pas d'ailes de chauve-souris, et pourtant tu domines tout le monde. Tu ne peux pas cracher de feu ni de foudre, et pourtant chaque habitant de ce pays tremble devant ton pouvoir. Qui d'autre pourrait ressembler davantage à un dragon maléfique que toi ?» Green avertit discrètement Roman, « Berg a le sang des nez du givre. » Roman comprit immédiatement. Il avait entendu dire que la lointaine mer de glace du Nord avait engendré un peuple robuste et sauvage connu sous le nom des nez du givre. Ils vénéraient la force, accueillaient la mort à bras ouverts et avaient rempli leur patrie de pirates. 150 ans plus tôt, les pirates nés du givre avaient subi une défaite cuisante face à l'empereur conquérant. Des décennies plus tard, les nés du givre étaient de retour, et la guerre s'était de nouveau propagée le long des côtes. Les légendes sur les dragons existaient à travers les royaumes du continent depuis des siècles. La dernière rencontre confirmée remontait à 150 ans, lorsque le grand-duc fondateur de la maison Split Armor transperça les écailles d'un dragon rouge d'une seule flèche. Après cet événement, les dragons semblèrent disparaître du continent. Cependant, ils restèrent actifs au-delà des mers lointaines, vivant sur des îles que seuls les navires les plus grands et les plus robustes pouvaient atteindre. Roman doutait qu'un quelconque royaume du continent possède de tels navires, mais les nés du givre avaient peut-être réellement rencontré des dragons. Cela rendait la comparaison de Berg entre les nobles et les dragons maléfiques étonnamment pertinente. Roman secoua la tête. « Berg, tu ne peux pas les sauver. Tu te tiens en sécurité sur le rivage, essayant de sauver des gens piégés dans un marécage. Plus tu tires fort, plus ils s'enfoncent, jusqu'à ce que les ténèbres t'entraînent toi aussi sous la surface. C'est là toute la malédiction de la nature humaine. » Berg rugit, « Alors je briserai cette malédiction avec ton cadavre, et je laisserai tout le monde grimper sur ton corps pour atteindre le rivage. » Roman prit un bouclier des mains d'Eren. « J'accepte ton défi. Viens, tueur de dragons. » Berg sembla entendre la corne de charge d'un navire de guerre des nés du givre. Son esprit combatif monta en flèche tandis qu'il activait son domaine. « Mes partisans, chargez avec moi. » Il leva sa hache de guerre à 2 mains et l'abattit sur Roman, provoquant une violente collision de plein fouet entre les 2 hommes. Plus de 10 minutes s'écoulèrent, et l'endurance de Berg commença peu à peu à faire défaut. Des années de conditions de vie difficiles et de mauvaise alimentation avaient visiblement affaibli son corps. Roman, cependant, garda un sang-froid absolu et ne fit que gagner en férocité au fur et à mesure que le combat se prolongeait. Il saisit une ouverture et trancha le manche de la hache de guerre de Berg d'un seul coup d'épée. Roman repoussa alors Berg d'un coup de pied d'une force inouïe. Berg plongea directement dans les eaux glaciales de la mer. Même alors que sa vie touchait à sa fin, son obsession demeurait. « Je suis le grand hors-la-loi Berg. Suivez mes traces et embarquez sur mon navire de guerre. Ensemble, nous tuerons des dragons et abattrons chaque dragon maléfique de ce monde. À partir d'aujourd'hui, nous deviendrons tous des hors-la-loi de légende. » L'eau de mer s'engouffra dans la bouche et le nez de Berg jusqu'à l'étouffer, et sa vision se troubla peu à peu. Il ressentit un froid comme il n'en avait jamais connu, alors que son corps sombrait vers les fonds marins sombres et glaciaux. Pendant ce temps, Shasta arriva au port de Sighet et retrouva Mori. « J'ai rencontré Roman Split Armor. » Mori devint immédiatement nerveux. « Tu ne l'as pas combattu, rassure-moi » Shasta répondit calmement, « On a failli en arriver là, mais il semble être un homme convenable, tu peux donc continuer à venir ici. Viens, nous parlerons à bord du navire. » La flotte marchande de Mori s'éloigna alors de Sighet, naviguant le long de la rivière Burao. Un aigle gigantesque déploya ses ailes et vola vers le navire marchand avant de parler d'une voix humaine. « Shasta, tu as échoué. » Shasta fronça les sourcils. « Je n'ai pas pu ramener notre sœur de la ville de Siga avec moi. Le seigneur local m'a arrêté, mais il a juré par un contrat noble de protéger la fille.
L'aigle répondit, en observant le continent dans son miroir magique, la sorcière prophétesse a découvert que la sorcière de la ville de Siga possède l'aura d'une potentielle sorcière de haut rang, et pourtant tu n'as pas réussi à la ramener. Shasta répondit calmement, l'enfant nommé Gwir possède le pouvoir du malheur et de la bonne fortune. Elle peut être utile d'une autre manière, mais elle n'est pas faite pour le combat. L'opération de massacre des dieux approche, et nous ne pouvons négliger le pouvoir d'aucune potentielle sorcière de haut rang. Shasta répliqua, alors tu veux que Gwir meure jeune en l'envoyant au combat? Elle est petite, effrayée et impuissante. Elle ne peut même pas devenir une véritable guerrière. L'aigle répondit, impuissant. Très bien, ma chère Shasta. J'espère que ce n'est pas seulement ta compassion qui parle et que tu as pris une décision réfléchie. Shasta demanda, pourquoi es-tu venu me trouver en personne? En tant que sorcière des bêtes, tu devrais avoir des affaires plus importantes à régler. La sorcière des bêtes expliqua, la sorcière prophétesse a découvert qu'une nouvelle sœur s'est éveillée dans les terres du Nord. Son aura est un miracle différent de tout ce que la prophétesse a jamais vu. Il est très probable qu'elle devienne la force principale de l'opération de massacre des dieux. Donc, chaque sœur capable de voyager là-bas se dirige déjà vers le Nord. Shasta comprit immédiatement qu'il y avait plus à cette situation. Si ce n'était que ça, tu n'aurais pas besoin de me trouver personnellement. Ces salauds de l'église se sont-ils aussi mobilisés? Ils ont dû sentir quelque chose. Selon la sorcière prophétesse, l'église a envoyé un chevalier de l'aube de 6e rang nommé Khitan, ainsi que 50 chevaliers chasseurs de démons. La sorcière des bêtes continua, c'est pourquoi je suis venu t'assister, chère Shasta. Tu comprends à quel point l'opération de massacre des dieux est importante pour nous. Nous devons amener cette fille de notre côté. Shasta sauta sur le dos de l'aigle. L'immense oiseau déploya ses ailes et la porta haut dans le ciel avant de disparaître au loin. Roman observa tout à travers sa longue vue, les sorcières, les marchands et l'église. Roman considéra silencieusement chacun de ces mots. Il allait remodeler cette terre. Peu importe combien de sang roturier devait couler, combien de vies devaient être sacrifiées, combien de nobles devaient mourir, ou si le roi lui-même devait s'agenouiller devant la guillotine, Roman transformerait cette terre. Aujourd'hui marquait le 10e jour de Roman dans la ville de Siga. Le domaine de l'origine commençait déjà à prendre forme, et Roman se sentait totalement confiant quant à l'avenir. Eren, Green et Gwir étaient assis à la table à manger avec lui. Bien que Gwir ait choisi de rentrer chez elle, Roman ne l'avait pas autorisé à partir. Rester au domaine de l'origine était l'option la plus sûre. Roman demanda, Gwir, quel âge as-tu? La jeune sorcière fixait intensément la nourriture sur la table. Elle était tellement préoccupée à se demander si elle avait le droit de manger qu'elle n'avait pas entendu la question de Roman. Roman dut l'appeler par son nom de nouveau. Cette fois, Gwir l'entendit, mais elle fut si surprise qu'elle trébucha. Heureusement, Green tendit la main et la rattrapa par le dos avant qu'elle ne tombe. Roman demanda à nouveau, Gwir, je vais te le demander encore une fois. Quel âge as-tu? Gwir compta nerveusement sur ses doigts. 10 ans. Maintenant, j'ai 11 ans. Roman continua. Tu sais qui je suis, n'est-ce pas? Gwir répondit doucement. Vous êtes le Seigneur. Roman hocha la tête avec satisfaction. À partir de maintenant, tu es ma servante personnelle. Cela signifie que tu resteras à mes côtés. Tu mangeras tout ce que je mange, alors tu peux commencer. Gwir se détendit enfin. Elle attrapa un morceau de pain blanc et commença à se l'enfourner dans la bouche. Seth fronça les sourcils. Elle n'a aucune manière. Roman fit un geste de la main. L'enfant a eu faim pendant trop longtemps. Nous pourrons corriger ses manières peu à peu. De plus, je me suis donné beaucoup de mal pour la reprendre à Shasta. Seth ne put que soupirer, impuissant. Après le petit déjeuner, Roman emmena Gwir dans la ville de Siga pour inspecter les travaux. Gwir le suivait de près, se sentant profondément mal à l'aise. Mower amena un couple de fermiers devant Roman. Il les présenta. Seigneur Roman. Voici Adnova et Simanova, les parents de Dame Gwirnova. Le couple tomba immédiatement à genoux et implora pitié. Noble Seigneur, épargnez-nous s'il vous plaît. Ce démon n'est pas notre fille, alors s'il vous plaît ne nous brûlez pas vifs. L'expression de Gwir s'assombrit encore plus. Lorsqu'elle entendit les mots de son père, Roman annonça froidement, Gwir est désormais ma servante personnelle. À partir d'aujourd'hui, la voir sera comme me voir. Ad regarda, incrédule. Est-ce vrai? Sima dit soudain, mon seigneur, une sorcière nous a approchés il y a plusieurs jours. Ad tira immédiatement fort sur le bras de sa femme. Arrête de dire n'importe quoi. Roman les interrompit. Je sais déjà ce qui s'est passé. N'en parlez à personne d'autre. Maintenant, retournez à votre travail. Ad dit rapidement, loué soit le Seigneur. Il entraîna ensuite Sima comme s'il fuyait pour sauver leur vie. En partant, Sima regarda Gwir en arrière avec une expression complexe. Gwir demanda timidement, mon Seigneur, je suis quelqu'un qui apporte le malheur. Avez-vous vraiment l'intention de me garder à vos côtés? Roman sourit doucement. Quel malheur? De mon point de vue, tu possèdes le pouvoir de la bonne fortune. N'importe qui d'autre serait mort après 2 jours dans ces montagnes, sans parler d'y survivre pendant 2 ans. Une chaleur se répandit dans le cœur de Gwir. La bonne fortune, pourrait-elle vraiment être quelqu'un qui apporte la chance?